Vous écoutez RFI, les 6h30, ici à Paris, 4h30 en temps universel. Afrique Matin sur RFI. Magali Lagrange. À la une ce matin, l'Éthiopie. Nous reviendrons sur les manifestations qui ont éclaté samedi et dimanche dernier dans les régions les plus peuplées du pays. Un mouvement réprimé dans le sang. On compte une centaine de morts. Les analystes craignent que le pays ne s'enfonce dans une zone de turbulence. Elle n'a pas pu passer la nuit dernière à Kinshasa. La représentante de l'ONG Human Rights Watch en République démocratique du Congo s'est vue refuser le renouvellement de son visa. Elle a quitté le pays hier. Au sommaire encore, le Soudan. Une coalition de groupes rebelles a signé avec le gouvernement une feuille de route pour la paix après plusieurs années de conflits et de combats dans plusieurs régions soudanaises. Et puis nous irons à Madagascar où l'ancien ministre des Finances, Jean Razafoun Djafoun, est soupçonné de favoritisme, voire de népotisme. L'inquiétude prédomine donc autour de la situation en Éthiopie après la répression violente de manifestations samedi et dimanche dans les deux régions les plus peuplées du pays, les régions Oromo et Amhara. Une contestation sans précédent contre le parti au pouvoir, le Front démocratique révolutionnaire. Selon Amnesty International, une centaine de personnes sont mortes dans ces manifestations. Des centaines sont détenues, toujours selon cette même ONG, dans des centres non officiels. Amnesty demande leur libération. Fissé Atekle, spécialiste de la Corne de l'Afrique pour cette ONG, n'est pas surpris par la brutalité de la réponse des autorités. Il craint de nouvelles atteintes aux droits de l'homme. En termes de droits humains, les violations en Éthiopie sont courantes depuis 20 ans. Il y a eu de nombreuses victimes. On a tiré à balles réelles contre les manifestants. Mais en termes de chiffres, si l'on regarde ce qui s'est passé ce week-end, c'est l'une des plus importantes crises qu'a traversé le pays ces dernières années. Il y a déjà eu auparavant des manifestations anti-gouvernementales qui réclamaient la liberté, le respect des droits humains et des lois. En Éthiopie, ces protestations contre le gouvernement ou celles de l'opposition ne sont pas nouvelles. Mais la réponse des autorités est souvent la même. Elles utilisent souvent la force de manière excessive. Des propos recueillis par Coralie Pierret. Ce mouvement de protestation en Éthiopie a commencé il y a plusieurs mois déjà, en novembre dernier, en région Oromo, avant de s'étendre depuis quelques semaines maintenant à la région Amhara. Selon Awol Allo, chercheur à la London School of Economics, cela fait des années que le peuple Oromo est victime de discrimination. Les Oromos sont le principal groupe ethnique, non seulement en Éthiopie, mais dans toute l'Afrique de l'Est. Pourtant, historiquement, ils ont toujours été victimes de discrimination. Ils sont marginalisés politiquement, leur culture et leur identité sont reléguées aux marges de la société, et cela s'est accentué ces 25 dernières années. La contestation qui s'exprime actuellement est donc sous-jacente depuis longtemps. Mais ce qui a fait déborder le vase, c'est l'annonce par le gouvernement de ce qu'il a appelé son plan de développement intégré d'Addis Abeba. Les Oromos n'y ont pas vu un projet de développement, mais un instrument politique destiné à vider la périphérie d'Addis Abeba de toute présence ou référence à la culture et à l'identité Oromo. Le plan est temporairement suspendu, mais les Oromos sont persuadés que la politique d'expropriation et de déplacement des populations Oromo va se poursuivre. Des propos recueillis par Florence Maurice et on reparlera de la situation en Éthiopie, de ce mouvement de contestation, juste après le journal avec notre invité de ce matin, le chercheur René Lefort, spécialiste de la Corne de l'Afrique, répondra aux questions de Jean-Jacques Louarn. Il est 5h34 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, un pays qu'une représentante de Human Rights Watch a dû quitter hier soir après plusieurs années passées à travailler sur place, à Goma d'abord, puis dans la capitale. Ces enquêtes sont à la base de nombreux rapports publiés par l'ONG ces dernières années. Le visa d'Ida Sawyer n'a pas été renouvelé. Aucune explication officielle n'a été donnée, Anne Kantner. Après 8 ans de travail et d'enquête en République démocratique du Congo, Ida Sawyer est privée de visa. Elle est repartie hier soir. Human Rights Watch rappelle qu'elle n'est pas la première. L'année dernière, le représentant pour le Bureau des droits de l'homme de l'ONU a été expulsé. Puis un chercheur américain au début de l'année et le mois dernier, plusieurs membres de l'ONG Global Witness.
C'est une tactique du gouvernement, explique Human Rights Watch. Les autorités s'en défendent. Le porte-parole du gouvernement assure qu'il ne connaît même pas les raisons de ce refus de visa, explique que les services d'immigration n'ont pas à se justifier et de son côté, la Direction générale de migration se contente de dire qu'elle n'a pas jugé opportun de renouveler le visa d'Ida Sawyer, mais qu'il ne s'agit pas d'une décision politique. Difficile à croire pour une source occidentale qui parle de mauvais signal envoyé par les autorités congolaises, loin des mesures d'apaisement promises par Kinshasa. Beaucoup de réactions en RDC après ce départ de la responsable de Human Rights Watch dans l'Est, notamment la coordination de la société civile du Sud Kivu, condamne le non-renouvellement de son visa selon son président. Je le cite, empêcher un œil indépendant de suivre la situation, c'est contraire aux instruments juridiques adoptés par la RDC. Réactions internationales également pour le ministre britannique en charge de l'Afrique. Il est important de se pencher pourtant sur la situation des droits de l'homme en RDC, surtout à l'approche des échéances électorales. On écoute Tobias Ellwood. La Grande-Bretagne travaille sur ce dossier avec la communauté internationale. Ce pays fait face à de nombreux défis. Organiser les élections n'est que le début. C'est pourquoi nous devons examiner la situation des droits de l'homme au Congo. C'est pourquoi la Grande-Bretagne, avec les États-Unis et l'Union européenne, sont parmi les plus importants bailleurs de fonds du pays. Donc si on regarde l'histoire des 3 ou 4 dernières décennies de la RDC, cela nous montre les progrès accomplis, mais également tout le travail qui reste à faire. Et l'un des points les plus importants dans ce processus, c'est de s'assurer que les élections s'organisent le plus tôt possible. Des propos recueillis par Kamanda Wakamanda Muzembe. En Centrafrique, le fils de l'ancien président Jean-Francis Bozizé a été entendu hier par un juge d'instruction. Pendant 1 heure environ, il a été remis en liberté provisoire, mais il a interdiction formelle de quitter le territoire selon son avocat. Jean-Francis Bozizé a été arrêté à Bangui vendredi. Il s'est rendu volontairement en se présentant à la MINUSCA selon les autorités. Il était sous le coup d'un mandat d'arrêt international en raison de soupçons de détournement de fonds publics et de son rôle présumé dans les exactions commises par les milices anti-Balaka. Autre audition, celle-là au Tchad. Le chef de file de l'opposition, Saleh Kebzabo, a été entendu hier pendant 2 heures comme témoin par la police judiciaire. Audition dans le cadre de la disparition présumée d'une vingtaine de militaires après la présidentielle d'avril. Il avait été parmi les premiers à dénoncer ces disparitions. Une audition au lendemain de la cérémonie d'investiture du président Idriss Déby. Une feuille de route pour la paix au Soudan. Elle a été signée sous l'égide de l'Union africaine entre une coalition de groupes rebelles, de partis d'opposition et d'organisations de la société civile et le gouvernement d'Omar el-Béchir. Cette feuille de route a pour but de mettre un terme à plusieurs années de conflits dans plusieurs régions soudanaises, le Darfour, le Nil bleu et le Kordofan sud. Un pas en avant, même si on est encore loin d'un accord final pour la paix, selon Jérôme Tubiana de l'ONG Small Arms Survey. Les demandes de base qui sont tout simplement un cessez-le-feu et un accès humanitaire. Donc c'est une des rares zones de conflit au monde où il y a quasiment pas de présence humanitaire. La seule présence est quasiment clandestine. Et donc tout ça est bloqué depuis 5 ans. Donc il y a une situation aussi qui est dramatique dans les zones de conflit. Donc ça, c'est ce que la feuille de route tente de résoudre. Mais la feuille de route engage finalement pas à grand-chose. C'est pas un accord. Le plus dur reste à négocier. En mars, l'Union africaine a fait le choix de signer sa feuille de route avec le seul gouvernement. Le gouvernement était d'accord, le gouvernement a signé. Ensuite, on a fait pression sur un certain nombre de représentants de l'opposition, donc ceux qui sont présents dans l'appel du SNAN, pour qu'ils signent à leur tour sans pouvoir vraiment renégocier. Par ailleurs, les signataires sont eux-mêmes divisés en plusieurs parties. L'opposition légale n'ont pas signé ou ont exprimé des réserves. L'opposition armée, qui est le noyau de l'appel du SNAN, est aussi de plus en plus divisée. Voilà l'analyse de Jérôme Tubiana de l'ONG Small Arms Survey. Les armes se font de nouveau entendre au Soudan du Sud. Nouveau combat entre forces loyalistes fidèles au président Salva Kiir et ex-rebelles proches de l'ancien vice-président Riek Machar. Ces affrontements ont eu lieu dans le sud-ouest du pays, près de la ville de Yei. Ils ont commencé lundi, ils se poursuivaient hier matin. Ils interviennent 1 mois après les violents combats qui ont fait plusieurs centaines de morts dans la capitale Djouba. À Madagascar, l'ex-ministre des Finances, Jean Razafoun-Javoun, a été déféré devant une instance anticorruption cette semaine. Il est soupçonné de favoritisme. Le dossier est traité depuis plusieurs mois déjà par le Bianco, le bureau indépendant anticorruption. Les précisions de Voulana Razaf Manansou.
Jean Razaf N'Djavoun, ancien ministre des Finances, a été dénoncé par d'anciens collaborateurs. Selon Tsir Razaf Mandib du cabinet du directeur général du Bianco, l'ancien ministre a favorisé des transferts de postes au sein de son ministère, tandis que d'autres agents ont été mutés à des postes moins intéressants, créant ainsi des frustrations. Pour le bureau anticorruption, il s'agit d'une forme de favoritisme, voire de népotisme, qui se traduit au regard de la loi par un abus de fonction. Les procédures de recrutement n'auraient donc pas été respectées. Si la presse nationale évoque des pots de vin, le Bianco se veut plus prudent, déclarant qu'il faut encore vérifier s'il s'agit de faits de corruption. Jean Razaf N'Djavoun a été entre autres directeur de l'Institut national de la statistique, administrateur de la Banque centrale de Madagascar et ministre des Finances en 2014, succédant ainsi à Er Razonarmampianina, devenu président de la République. Contacté par téléphone, Jean Razaf N'Djavoun n'a pas répondu à nos questions. Vulan Razaf Manansou, Antananarive, RFI. Antananarive, où il est maintenant 7h41, 6h41 ici à Paris. Afrique Matin sur RFI. Magali Lagrange. À suivre, l'invité de la rédaction, le chercheur René Lefort, spécialiste de la Corne de l'Afrique, reviendra sur la contestation, les dernières manifestations en Éthiopie le week-end dernier dans les deux plus grandes régions du pays. Manifestations réprimées dans le sang par les forces de l'ordre. Le traditionnel coup d'œil aux journaux du continent africain, la revue de presse Afrique ce matin, ce sera avec Mathieu Auger. Mais avant cela, l'actualité sportive avec le journal des Jeux Olympiques. Le journal des Jeux. C'est avec Christophe Jousset. On commence par la natation. Mauvaise nouvelle pour Tchad Leclos qui n'est plus le champion olympique du 200 mètres nage libre. Tchad Leclos contre Michael Phelps. Beaucoup annonçaient, espéraient la revanche des Jeux de 2012. Le match n'a pas eu lieu. L'Américain remporte la 21e médaille d'or olympique de sa carrière. Le Sud-Africain, tenant du titre, n'est même pas sur le podium, 4e seulement après une fin de course pénible. Les grands débuts du rugby à 7 masculin aux Jeux olympiques, c'était hier. Et l'Afrique du Sud s'est immédiatement signalée en dominant l'Espagne 24-0, puis la France 26-0. L'Afrique du Sud est déjà qualifié pour les quarts de finale et Philippe Snyman ravi de sa journée. C'était vraiment une bonne journée. D'abord, face à l'Espagne, nous n'avons pas eu un match très dur à jouer. Contre les Français, c'était a priori plus compliqué car ils avaient battu l'Australie. Donc nous nous attendions à un match dur. Nous sommes très satisfaits de nous être imposés de cette manière. L'équipe est vraiment en forme. Nous voulons finir premier de cette poule et pour cela, nous devons battre l'Australie qui va donner le meilleur d'elle-même pour se qualifier aussi. Et après, nous verrons ce que nous réserve le futur. Philippe Snyman au micro d'Olivier Pron. Les Kenyans, en revanche, sont battus 2 fois par les Britanniques 31-7, puis par les Néo-Zélandais 28-5. Ils jouent aujourd'hui contre les Japonais. Dans le tournoi de handball masculin, l'Égypte a battu la Suède 26-25. Une belle opération qui vient après une défaite d'1 but face à la Slovénie. C'est moins bien pour la Tunisie qui enregistre un deuxième revers 31-23 contre le Danemark. Deuxième défaite en 2 matchs pour les basketteurs nigérians. Ils ont bien résisté face aux Lituaniens, mais ils s'inclinent 89 points à 80. Au volleyball, une première victoire dans le tournoi pour les Égyptiens, 3-0 contre les Cubains. Il y aura un boxeur africain en quart de finale du tournoi de boxe dans la catégorie des 75 kilos. Le Camerounais Wilfried Sey et l'Algérien Ilyas Abadi ont gagné leur 8e de finale et leurs routes vont donc se croiser. Abadi a battu le Congolais Anuel Ngamisenge. Les juges ont été unanimes, mais Ngamisenge a pourtant le sentiment d'avoir dominé son adversaire. Il l'a dit à Eric Chorin. Oui, un peu de sentiment d'avoir gagné parce que il a remarqué au niveau de la frappe, je le faisais mal et du tout techniquement. Il commençait à boxer à distance et moi j'ai pris le dessus du ring. J'étais le patron du ring et j'ai mené le combat, mon jeu. La décision est prise, voilà. Et dans la catégorie des 60 kilos, l'Algérien Reda Benbaziz sera en quart de finale. En judo, les 3 Africaines engagées en moins de 63 kilos ont été sorties au premier tour. La Guinéenne Mamadama Bangoura, battue par Ippon. Chez les hommes, le Gabonais Paul Kibikai, en moins de 81 kilos, a passé un tour avant de s'incliner devant le Japonais Nagase, futur médaillé de bronze. Il a été le porte-drapeau du Bénin à la cérémonie d'ouverture. Aujourd'hui, c'est le moment d'entrer en piste.
triste pour le sabreur Yemi Apiti, 2 fois vice-champion d'Afrique. Il vit ses premiers JO à 27 ans. Ce podologue de formation a mis toutes les chances de son côté pour être présent au rendez-vous. J'arrive au top du top pour les Jeux. J'essaie de faire 2 entraînements par jour, plus mes 10-12 heures de travail dans la journée. Toutes les semaines, ça pèse un petit peu dans la balance quand on rentre sur la piste. Mais bon, pour rattraper les meilleurs, il faut s'entraîner en plus du travail, quoi. Et vous êtes fixé un objectif précis ? Pas en termes de position, mais je sais que si j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire, je pourrais en surprendre plus d'un et passer quelques tours. Ouais. Et comme il n'y a que 5 tours pour être champion olympique, si j'en passe quelques-uns, je me rapprocherai de la médaille. Yemi Apiti au micro d'Éric Mamrut. Hier, l'épéiste sénégalais Alexandre Bouzaïd a été battu d'entrée par le Hongrois Gabor Bosco, 15 touches à 9. L'Égyptien Ayman Fayez a passé un tour, mais il a été sorti au suivant par le Français Gauthier Grumier, futur médaillé de bronze. Christophe Jousset, Médard Chablaoui, Rio, RFI. Que se passe-t-il en Éthiopie ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre ce matin avec notre invité. On en parlait en début de journal. Des manifestations ont eu lieu le week-end dernier dans les 2 plus grandes régions du pays, Oromo et Amhara, des régions qui représentent à elles seules les 2/3 de la population éthiopienne. Ces mouvements ont été violemment réprimés par le gouvernement qui évoque des manifestations illégales organisées par des ennemis étrangers en partenariat avec des forces locales. Les forces de sécurité ont ouvert le feu. Amnesty International parle de près d'une centaine de morts et de plusieurs centaines de blessés. Pour en parler, le chercheur René Lefort, spécialiste de la Corne de l'Afrique, est l'invité de Jean-Jacques Louarn. René Lefort, bonjour. Bonjour. L'Éthiopie n'est pas encore au bord de la guerre civile, mais le compte à rebours n'a-t-il pas commencé ? Les dernières grandes manifestations, en tous les cas, marquent une étape supplémentaire dans la crise systémique que traverse l'Éthiopie. Et effectivement, le mot de guerre civile n'est pas à exclure. Il a d'ailleurs été utilisé par le Premier ministre lui-même, qui a dit que l'Éthiopie était en train de glisser vers une situation de guerre civile comme celle que connaissent les pays voisins. Alors face à la déliquescence du pouvoir tigréen, on assiste d'un côté à la montée du nationalisme amhara qui rêve toujours de l'empire et de l'autre à la montée des revendications des laissés pour compte historiques, les Oromo. Il y a un très net affaiblissement du pouvoir érythréen qui tient en particulier au fait que le TPLF, le Front populaire de libération du Tigré, est profondément divisé, en particulier depuis 2 ans. Chez les Amharas comme chez les Oromo, il y a en fait une revendication commune qui peut se cataloguer ou se caractériser sous un triptyque autoritarisme, centralisation et biais ethnique. Ce régime est un régime ultra centralisé dans lequel les décisions sont prises par un tout petit groupe d'individus à Addis Abeba. C'est un régime autoritaire parce que les attributs démocratiques sont en fait des attributs qui sont en trompe-l'œil. Et enfin, il y a un biais ethnique flagrant parce que la position de l'élite tigréenne, à la fois dans le pouvoir politique, dans la sphère économique, dans l'armée, dans les services de sécurité, les moyens de cette élite sont sans commune mesure avec son nombre, puisque les Tigréens ne représentent que 6% de la population éthiopienne. Alors les Tigréens ont historiquement joué Amhara contre Oromo, mais à terme, peut-on imaginer une conjonction d'intérêts entre ces 2 populations, Amhara et Oromo ? Mais c'était le grand danger. Tant que la contestation restait cantonnée à la région Oromo, les choses étaient inquiétantes, mais elles n'étaient pas dangereuses. Maintenant qu'il y a une conjonction Oromo-Amhara autour des mêmes revendications, c'est-à-dire en gros donnez-nous un espace de liberté et laissez-nous gérer nos propres affaires, là cette conjonction devient effectivement très très périlleuse pour le régime en place. Un dialogue est-il possible ou est-il trop tard ? Côté tigréen, certains s'affichent comme des réformateurs. Alors c'est ça la grande nouveauté. Il est tout à fait clair qu'il y a une aile réformiste au sein du Front populaire de libération du Tigré, une aile réformiste qui estimait déjà que les choses ne pouvaient pas rester en état parce qu'on courait à la catastrophe. Cette aile réformiste, jusqu'à maintenant, en tous les cas, n'a pas été entendue. Ou si elle a entendu, ces recommandations n'ont pas été suivies des faits. Il y a un journal sérieux d'Addis Abeba qui s'appelle Addis Standard,
qui dit que le régime envisage de réunir une espèce de conférence nationale finalement à la fin de ce mois. Si cette conférence a lieu, c'est un tournant majeur dans l'attitude du régime. Et là, c'est peut-être une porte de sortie à la crise actuelle. Alors Addis Abeba, pour l'instant, on voit dans ces événements notamment la main de forces étrangères, l'Érythrée en tête, et de groupes terroristes. L'Érythrée agite au moins le torchon au Oromo. Écoutez, ça, c'est pas sérieux. Dire que ce qui s'est passé en Oromia, qui est à, à vol d'oiseau, 800 km de la frontière érythréenne, que ce qui s'est passé en Oromia aurait pu être incité, accéléré, amplifié par une intervention érythréenne, ça, c'est absolument pas sérieux. Que dire du silence de la communauté internationale et de l'Union africaine qui a son siège à Addis Abeba? Ce qui me frappe, c'est à quel point la communauté internationale a été sourde et aveugle, quoi. Elle n'a pas voulu voir l'évidence. René Lefort, merci. Il répondait à Jean-Jacques Louarn. Au Brésil, le Sénat dit oui à 59 voix contre 21 pour soumettre la présidente Dilma Rousseff, suspendue depuis le mois de mai dernier, à un procès en destitution. Elle est soupçonnée de maquillage de comptes publics. Les Nations Unies demandent une pause dans les combats à Alep, en Syrie, un accès humanitaire immédiat à cette grande ville du Nord. 2 millions d'habitants vivent dans des conditions très précaires. Les civils seraient notamment privés d'eau depuis 5 jours. Les deux camps ont reçu d'importants renforts en hommes et en armes à Alep et dans ses environs. La première visite à l'étranger du président turc depuis le coup d'État manqué du mois dernier l'a conduit en Russie. Recep Tayyip Erdogan a rencontré son homologue Vladimir Poutine. Les deux hommes affichent comme priorité de rétablir les relations économiques mises à mal depuis la destruction il y a 9 mois d'un bombardier russe par l'armée turque. Puis sur place en Turquie, le ministre de la Justice annonce que plus de 26 000 personnes ont été interpellées depuis le coup d'État manqué. 16 000 ont été officiellement arrêtées et placées en détention provisoire. Au Venezuela, les autorités électorales ont présenté hier un calendrier qui rend quasiment impossible la tenue cette année d'un référendum révocatoire contre le président Nicolás Maduro, évitant au Parti socialiste, parti au pouvoir, d'éventuelles élections anticipées. Il est 6h52 à Paris, c'est l'heure de la revue de presse Afrique avec Mathieu Auger. Bonjour Mathieu. Bonjour Magali, bonjour à tous. À la une, la représentante de Human Rights Watch en RDC, invitée à quitter le pays. Elle était au Congo depuis 2008, rappelle sur son site Radio Okapi en RDC. Radio Okapi qui revient sur les conditions de ce départ. C'est quand elle a voulu renouveler son visa que les services de migration ont refusé. Certaines personnes estiment que la RDC a refusé le visa à Ida Sawyer parce qu'il a des choses à cacher, poursuit la radio congolaise qui sur son site donne la parole au porte-parole du gouvernement. Nous ne savions pas qu'elle était venue ici pour découvrir des choses qui se cacheraient, répond Lambert Mende à Okapi, et ce dernier de poursuivre. Le gouvernement n'a pas à avoir une position particulière sur ce cas. C'est le travail de la Direction générale des migrations d'accorder ou de refuser le visa. Alors la radio congolaise sur son site est allée prendre le pouls dans les rangs de l'opposition préoccupée, titre Okapi, qui a interrogé le modérateur de la dynamique de l'opposition, Freddy Matungulu, dit ne pas comprendre l'attitude du gouvernement qui affirme vouloir améliorer la situation des droits de l'homme dans le pays, mais qui pose des actes contraires à cette détermination. Les autorités disent qu'elles veulent faire de ce pays une démocratie mûre au cœur de l'Afrique et qu'elles sont soucieuses de l'amélioration de la situation des droits humains. Mais les actes posés sont aux antipodes, confie-t-il à Okapi. Une information qui fait aussi parler en dehors de la RDC. La chercheuse Ida Sawyer, indésirable, titre le site internet coasi.com. Mais c'est le quotidien burkinabé, Le Pays, qui est le moins tendre avec les autorités congolaises. Kabila se trompe de combat, titre le journal, qui évoque un départ sur la pointe des pieds. Pour quelle raison? La Direction générale des migrations n'a pas renouvelé son visa. Difficile d'y répondre, poursuit le quotidien. En tout cas, selon Le Pays, Kabila voudrait se faire une triste publicité qui ne s'y serait pas pris autrement. Le journal de Ouaga qui rappelle que Ida Sawyer n'était pas en odeur de sainteté avec le gouvernement, car à maintes reprises, la dame de fer, comme l'appellent certains, n'a pas manqué de dénoncer les violations massives et répétées des droits de l'homme dans le pays. Le quotidien burkinabé de conclure en refusant de donner un visa à une activiste considérée
comme les yeux et les oreilles de la communauté internationale. Le président cherche un moyen pour opprimer à huis clos. Il donne ainsi la preuve, termine le journal, qu'il est un petit président pour un grand pays. Dans la presse du continent également, Mathieu, le cas de Jean-Francis Bozizé en Centrafrique. La belle épine dans le pied de Faustin Archange Touadéra, titré hier la Nouvelle Centrafrique. Jean-Francis Bozizé, le fils de l'ancien président centrafricain, arrêté vendredi à Bangui, a été placé hier en liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Le fils, avant le père, s'interroge aujourd'hui au Faso. Le journal qui note tout de même le changement de paradigme en Centrafrique. Si c'était au temps où les machettes faisaient la loi à Bangui, Bozizé fils aurait eu sans doute un accueil beaucoup moins chaleureux, estime le quotidien, pour qui cette mise en liberté provisoire est la preuve que l'état de droit a recouvré ses droits en Centrafrique. L'aura de l'ange Touadéra est passée par là, poursuit aujourd'hui au Faso. Le journal qui aimerait en dire autant de l'ancien président François Bozizé. Pour ce qu'il a été, pour la fonction qu'il a occupée, Bozizé père devrait cesser d'être à l'extérieur et venir répondre devant la justice de son pays, solder éventuellement ses comptes et pourquoi pas reprendre ses droits, conclut le quotidien. Après de nouveaux affrontements hier entre forces loyalistes et ex-rebelles, l'avenir du Soudan du Sud en question dans la presse. Le Soudan du Sud en sursis, s'interroge le magazine Notre Afrique dans son édito. Plus rien ne va entre le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar, engagés tous les deux dans une lutte acharnée pour le pouvoir sur fond de guerre ethnique. Note le mensuel, la situation, poursuit l'éditorialiste, appelle chacun à un sursaut d'orgueil et de raison pour éviter le pire à des populations qui ne demandent rien d'autre qu'à vivre en paix dans un état normal, toutes choses qui leur sont égoïstement refusées, cyniquement sacrifiées sur l'autel des intérêts personnels. Merci Mathieu Auger, il est maintenant 6h56 ici à Paris. Le goût du monde. Clémence Denavy. Cet été, le samedi, on invite ses amis et on fait chauffer les marmites. On parle de goût, de saveurs venues d'ici et d'ailleurs. On laisse les souvenirs remonter. Oh, tu te souviens, ce gâteau-ci et ce parfum-là? Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. C'est ça, le goût du monde. Et c'est sur RFI, le samedi, à 12h10 en temps universel et sur les réseaux sociaux, bien sûr. RFI. C'est l'heure de notre rendez-vous avec les artistes RFI Talent aujourd'hui. The Dizzy Brains, un groupe malgache qui réinvente le punk rock des années 70-80. On écoute tout de suite le titre Nona B, extrait de leur album Out of the Cage. Love
malgache des Dizzy Brains à retrouver aussi sur www.rfi.fr/talent. Tout de suite, un nouveau journal.